Bonjour à toutes et à tous, je suis Virginie Baumann et j'ai le plaisir de vous accueillir aujourd'hui sur Instant Cactus, le podcast qui donne la parole à des individus inspirants, au parcours remarquable. Leur point commun ? Ils ont su croire en eux afin de prendre leur envol et mettre en scène leurs passions, talents, convictions et potentiel. Au-delà d'une simple valorisation de ces vécus passionnants, Instant Cactus se veut aussi une exploration des réflexions et questionnements qui ont jalonné leur chemin. En espérant que leurs parcours et leurs mots vous insufflent l'envie de prendre votre envol, je vous souhaite une très belle écoute. Pour ce nouvel épisode, je m'entretiens avec Bertrand Saillant, directeur artistique du Royaume du Web, le principal rendez-vous des youtubeurs, créateurs et influenceurs en Suisse. Hello Bertrand, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation aujourd'hui. Merci d'être venu chez nous. Avec plaisir. Est-ce que tu peux peut-être commencer par te présenter puis nous raconter un petit peu comment tu as abouti à la création du Royaume du Web et en quoi ça consiste pour celles et ceux qui ne savent pas ce que c'est? Alors, je m'appelle Bertrand Saillant, je suis né en Valais, j'ai des origines valaisannes, parce que tout valaisan précise toujours dès le début. J'ai d'abord fait une école hôtelière, donc ouais, j'ai un parcours assez atypique. J'ai d'abord fait une école hôtelière, puis un brevet fédéral en tourisme en Valais, mais j'ai toujours été passionné d'audiovisuel et de vidéo. Et rapidement, voilà, la vie a fait que j'ai pu revenir sur l'art lémanique via le Montreux Comédie Festival. J'avais 19 ans, où j'ai travaillé dans leur secteur télévision, où ils produisaient énormément de contenu en partenariat avec des grands humoristes français comme Jamel, comme Gad. Aussi pour l'Allemagne, pour l'Italie, pour l'Angleterre. Okay. J'ai travaillé avec eux. Et puis après, je me suis rapproché d'une société de production qui s'appelle Media Profil, où je suis devenu producteur et où après 6 ans de rôle de producteur, j'ai repris la direction, puis quelques années après, racheté la société. Et puis, quand on est producteur audiovisuel, c'est assez contraignant. Quand on était dans l'époque d'avant, en fait, le producteur était toujours dépendant d'un directeur des programmes qui choisissait son contenu. Exactement, et puis qui avait une mainmise sur, sur le produit qu'il voulait, ce qui n'est pas une mauvaise chose en soi, mais ce qui veut dire que le producteur est au service d'eux. Ce qui est un format différent dans le cinéma, par exemple, où le producteur prend un vrai risque financier, mais la réussite revient aussi à lui dans le monde de l'audiovisuel. En tout cas, en Suisse, c'est pas du tout construit comme ça. Et puis, comme il y a une dominance complète du service public, il n'y a pas de chaîne privée, on est dans un fonctionnement où, en fait, c'est assez contraignant. Les contraintes peuvent être intéressantes, mais l'ouverture du web a fait que, dès le début des années 2000, je me suis dit, mais si on a la possibilité de diffuser librement et de créer des contenus, que ce soit pour du divertissement, mais aussi pour des marques, comment on pourrait aller dans ce sens-là? Et donc, très tôt, je me suis intéressé à ça. En 2005 est apparu YouTube, donc on a l'impression que c'est très vieux, juste 15 ans cette année. Et ça a été vraiment une ouverture encore plus forte. Dailymotion en même temps, même si ça a été un peu oublié aujourd'hui. D'ailleurs, YouTube était un site de rencontre à la base. C'est ce que tu m'avais dit l'autre fois, que j'ai découvert. YouTube, en fait, c'était les gens qui pouvaient uploader des vidéos d'eux où ils se présentaient pour essayer de séduire potentiellement le Tinder d'il y a 15 ans, mais sans match. Et aujourd'hui, on a le fonctionnement où ils se sont rendus compte que les gens uploadaient d'autres choses que des vidéos d'eux. Ils se sont dit, mais voilà, aujourd'hui, c'est un mastodonte incontournable. La vidéo est devenue l'Eldorado de la diffusion. C'est la bibliothèque du monde aujourd'hui en vidéo en tous les cas. Et puis rapidement, je me suis intéressé à ça et au développement de tout ce qui est vidéo sur le web via ma société de production. Et puis en 2017, on a lancé une société qui s'appelle Debout sur la table de stratégie digitale aussi, donc qui est le complément de la stratégie de diffusion par rapport aux produits qu'on peut faire. Et puis, j'avais lancé en 2013 un festival B2B, donc pour les professionnels de vidéos sur le web, qui s'appelait le Swiss Web Festival, qui avait lieu d'abord à Montreux puis à Lausanne. Et puis, dans ce cadre-là, souvent, j'invitais des créateurs, des youtubeurs, des réalisateurs de vidéos, il y avait un concours et tout ça. Et puis, dans ce cadre-là, un des membres du jury de ce festival était le Grand Gilet, Julien Donzé de son vrai nom, et on s'est retrouvés, c'était au MAD l'événement, et puis il me dit je pourrais faire un meet-up pour rencontrer, donc un meet-up c'est une rencontre pour les abonnés des youtubeurs, je pourrais faire un meet-up pour rencontrer en fait mes abonnés, tu verras il y a quelques dizaines de personnes qui vont venir, mais ils aiment bien, on fait une ou deux photos, on échange, c'est assez cool. En fait il a fait une annonce sur les réseaux, et pourtant à l'époque il n'était pas aussi fameux et connu qu'il est aujourd'hui. On s'est retrouvé avec près de 1000 personnes devant le MAD un vendredi soir à 17h.
aucune sécurité, au milieu Pas de la du tout place du anticipé. fleuron, pas du tout anticipé. C'est Ok. moi qui ai dû essayer de le sortir, enfin, c'est qu'il l'ait sorti le finalement de la. bodyguard, Ouais, puis pourtant, je fais pas le physique du bodyguard. Donc, on s'est vraiment retrouvé dans une condition spéciale. Et puis après, en buvant des bières pendant la soirée, après, on m'a dit, mais ce serait quand même génial de créer un événement, mais autour des créateurs et pas autour de la fanatitude, mais vraiment autour de ce qu'on fait pour qu'on puisse rencontrer les gens, faire quelque chose. Et tout ça. Je lui dis, ben voilà, faire un événement B2B avec quelques milliers de personnes, ça va, mais de construire un événement avec les plus grands youtubeurs, c'est tout autre chose. Puis c'est un métier, il faut une structure et tout ça. Et puis ben, tant qu'au niveau créatif et audiovisuel, ça me parle, tant qu'au niveau structure. 3 mois après, il m'appelle en me disant, je viens de recevoir un message de Palexpo qui aimerait avoir un événement avec des youtubeurs, il faudrait qu'on aille les voir. Et tout a commencé comme ça, Palexpo a accroché à l'idée. A aussi compris qu'on ne voulait pas faire juste un truc où on enferme des gens dans des barrières à vaches qui attendent un autographe, mais vraiment de créer du contenu et de permettre à ces youtubeurs de créer sur scène des choses que leur public attend. Et aujourd'hui, ben voilà, on a l'événement qui rassemble plusieurs dizaines de milliers de personnes et qui a aussi au cœur des youtubeurs une place importante parce que ben, justement on les a pas utilisés que pour la vision Star System, mais surtout pour le contenu. Alors que leur positionnement fait que beaucoup de gens les prennent un peu comme des gamins qui ont fait des vidéos dans leur chambre. Oui, au début c'était ça, mais aujourd'hui, voilà, un Squeezie, il a 15 millions d'abonnés YouTube. Chaque vidéo qu'il fait plus d'audience qu'un prime time de TF1. Quoi qu'on en dise, c'est pas un gamin de sa chambre, puis c'est un mastodonte d'audience. Et justement, tu disais que c'était pas un salon à selfie et pas un salon à autographe. Du coup, qu'est-ce qu'on retrouve au royaume du web? Qu'est-ce qui se passe? Ben, la première vision, ça a été de se dire qu'on allait créer sur scène ce qui se passait dans les vidéos. On a transcrit les vidéos qui marchent le mieux sur scène. Ça va de l'humour, du gaming, ça va aussi dans tout ce qui est danse, qui fonctionne très très bien aussi, de la pâtisserie pour Roxane. Enfin, vraiment, on transcrit ça sur scène. On a une énorme silent party, je pense que voilà, il y avait plus de 3000 cases, donc là il y a les youtubeurs qui mixent, et évidemment bah, voilà, ils vont dans des playlists et ils engagent le public, et il y a 3 youtubeurs qui mixent avec donc c'est assez interactif aussi quoi. C'est interactif, et puis après ce qu'on a c'est des happenings, donc des sortes d'événements et de lieux où il se passe des choses, où ils peuvent faire des activités avec eux. Il y a eu des jeux gonflables, il y a eu un atelier pâtisserie, du baby-foot, enfin plein de choses comme ça, très ludiques, où en fait ils se retrouvent dans une sorte de parc d'attractions géant et où en face d'eux se retrouvent les gens qu'ils admirent et avec qui ils passent un moment comme s'ils étaient potes. Et c'est ça qu'on essaie de retranscrire. Après, il faut quand même être honnête, hein, si on a 20 000 personnes et 50 youtubeurs, il n'y a pas tout le monde qui pourra, il n'y a pas le choix possible de Squeezie, je veux le voir, je passerai 10 minutes avec lui. C'est impossible. Par contre, vu, ils pourront de toute façon les voir sur scène les plus grands, et puis bah, s'ils ont une chance, pour certains, bah, ils vont tomber sur la personne qui rêve de rencontrer un petit moment. Et bon, tu évoquais certains noms, mais du coup, quel type de youtubeurs tu retrouves à l'événement? Des humoristes, des gamers, quoi? Tout, en fait. Parce que quand j'ai lancé ça, vraiment l'idée c'était que ce soit le plus ouvert possible. D'abord, le principe de base, c'est que quand j'appelle le créateur en tant que tel, il adhère au projet. Et il adhère à l'idée de rencontrer les gens, et il adhère dans l'idée d'être avec des autres. Et tous les créateurs n'ont pas forcément envie de ça. Et c'est aussi une mise en danger. Parce que jamais, pendant l'année, c'est le seul endroit où en fait tous les plus grands créateurs et youtubeurs se retrouvent, ils sont face au public. Et là, l'audience, elle monte pas. On voit très bien qui est au sommet, qui est en train de s'envoler, quelles sont les attentes du public. Et donc, pour certains, ça peut être aussi dur. C'est un exercice compliqué. C'est un exercice compliqué. Et deuxièmement, il y a des gens qui n'ont pas envie de faire de scène, n'ont pas envie de participer. Alors, c'est pas une obligation de faire de la scène, mais malgré tout, il y a quand même beaucoup de gens qui ont envie de créer du contenu sur le web, mais qui se disent qu'au contact direct, le contact direct est toujours beaucoup plus risqué que le montage. On dit mettre un peu dans une safe zone d'être derrière ton écran chez toi. Enfin, c'est pas une critique, mais c'est la vérité. Complètement. Du moment où on est en direct, c'est un peu moins safe, mais du moment où c'est remonté, au final, on fait ce qu'on veut, on donne l'image qu'on veut, on la retouche comme on veut. Là, il n'y a pas. Là, c'est sans. Là, tu les laisses 100% flexibles, 100% en ligne, ou bien tu les cadres quand même? Non, c'est très cadré. C'est très cadré. Vraiment, en fait, j'ai 30 personnes dans mon équipe artistique qui cadrent chacun des créateurs et qui les amènent au bon endroit au bon moment. Et puis, en fait, j'ai une sorte de méga conducteur avec tous les lieux différents et chacun a un timing et un déroulant précis pour lui. Et donc ça veut dire qu'il sait que chaque 15 minutes ou 20 minutes, il va changer de lieu, puis tous les gens qui bossent avec moi sont là pour les encadrer et faire que ça marche. C'est une mécanique hyper complexe d'avoir 50 personnes qui changent continuellement de lieu. Il faut toujours des gens dans tous les lieux. Il faut que ce soit en mouvement perpétuel. Exactement, et une grande scène. Et sur cette grande scène, il y a les contraintes
de balance pour la musique, il y a des contraintes de technique pour le gaming, il y a des contraintes de voilà, quand ils partent dans le public et qu'ils commencent à partir en live, en même temps c'est ça qu'on doit laisser, c'est ça qui est cool. En même temps, je peux les ramener. Donc oui, c'est assez vaste et en plus ça n'existe pas. Donc, c'est une production qu'on construit de A à Z et elle n'existera nulle part ailleurs. Et donc c'est pas quand on accueille un groupe en tournée, un paléo, printemps de Bourges, plug and play partout. Voilà, les blagues c'est les mêmes au même moment. Tandis que là c'est que du nouveau. Donc pour eux aussi, ils sortent des 3 jours, ils sont vanille, je pense. Et toi, du coup, tu brainstormes avec eux sur le contenu, mais c'est eux qui te font des propositions. Oui, on brainstorm ensemble, eux me font des propositions, après c'est comment je peux l'adapter dans le show, quels moyens techniques ça demande, quel rythme ça nous permet de donner dans le show, donc c'est vraiment un job qu'on fait ensemble, donc je passe des semaines à écrire ça avec eux, et à bosser, à aller les voir. C'est des gens qui n'ont pas l'habitude d'être dans des grosses prods, donc ils travaillent de manière très impulsive et tout ça, et donc de leur dire, déjà la première fois que j'ai lancé le truc, j'ai été les voir 9 mois avant, leur dire dans 9 mois, ils me disent tous, mais en fait dans 9 mois, personne ne sait ce qu'on va faire, enfin personne ne sait ce qu'il va faire. Je dis oui, mais réservez 2 jours dans votre agenda, même si je reviens voir 2 mois. Mais par contre, pour annoncer une affiche, mais c'était pas du tout, c'est pas dans leurs habitudes, et encore maintenant, enfin, j'ai le surnom, ils me disent toujours, ah, le Suisse, parce que c'est toujours le gars qui arrive à l'heure, les appels. D'où l'image du Suisse. Ouais, bon. Qui en même temps est très juste, hein, on va pas s'en défaire. Donc, Oui, puis aussi, Suisse, professionnel et précis, ça ne pose pas un problème dans cette image-là. C'est clair. Et tu disais justement que c'est un événement unique, ça existe nulle part ailleurs. Dans ce concept-là, dans le monde francophone, en Europe, en tout cas, ça n'existe pas. Même après, il y a Comic-Con, il y a TubeCon, ou aux États-Unis, en Angleterre, à Helsinki et tout ça, mais comme il est créé là, non, en effet, parce que dans les autres événements, il y a beaucoup plus le côté, disons, dédicace qui est mis en avant et tout ça. Il y a aussi beaucoup plus le côté jeu, beaucoup sur le gaming et tout ça. Tandis que là, vraiment, où on mélange tous les univers, c'est vraiment assez unique. Et d'ailleurs, de retrouver sur la même scène Squeezie, Enjoy Phoenix, l'atelier de Roxane et tout ça. Enfin, on a l'impression qu'il y a des mondes complètement parallèles. Collide, ok. Et du coup, comment tu expliques en fait que ça n'existe pas, par exemple, je sais pas, à Paris ou à Londres, enfin tu vois, ça pourrait se prêter aussi. Je pense qu'on a une grande chance en Suisse, c'est une sorte de neutralité. Parce qu'en fait, faut pas oublier que là, on rentre dans une autre partie de ce monde-là, mais c'est un grand business, hein, tout ce qui se passe autour de YouTube. Et puis il y a des différents agents qui représentent, sociétés. Les premières sociétés en France, c'est TF1, c'est Canal+, c'est M6, c'est Webedia qui travaillent avec ces gens et qui sont donc concurrents. Et donc en fait, pour réunir tous ces gens-là sous une même bannière, c'est compliqué parce qu'en fait, c'est tous des concurrents les uns les autres qui travaillent avec des marques différentes. Puis en fait, en venant en Suisse, il n'y a pas cette question de qui sont les sponsors et qui sont les marques. Il n'y a pas cette question de ah, mais pourquoi lui qui a un contrat avec X ou Y. Et on a la même chose en Angleterre, la même chose un peu partout. Et donc je pense que ça, c'est la force en fait. Que voilà, quand ça s'est construit, ça ne s'est pas construit sous une marque ou une société. Ça s'est construit de manière indépendante. Et les créateurs ont vraiment pris ça comme leur événement à eux. Et donc quand ils sont ensemble là-bas, il n'y a pas de couleur. Oui, on est tous dans la même équipe. Okay. Et puis ça, je pense que ça se fait. Et puis, c'est des gens qui, quand je leur dis qu'il faut réserver 3 jours, il faut venir 3 jours, pour eux, c'est gigantesque. Parce que vu la pression qu'ils ont, le rythme de sortie des vidéos et tout ça, c'est pas du tout quelque chose dont ils ont l'habitude. Et aujourd'hui, alors, on a eu la chance de prendre cette place, mais ce sera très dur pour un autre événement d'avoir les mêmes noms et de leur dire il faut aussi réserver 3 jours, il faut venir. Alors, il y a pas mal d'événements qui font en fait venir un créateur juste pour 1 heure, mais la problématique c'est que les gens, s'ils savent qu'il est là qu'1 heure, il va y avoir ce qu'il y a eu à la Paris Games Week déjà plusieurs fois, une émeute, tout le monde vient pour le voir au même moment, et en fait la frustration va être beaucoup plus grande, puis pour le youtubeur, le créateur, elle est encore plus grande pour lui, parce qu'il va se faire insulter sur les réseaux en disant je suis venu, j'ai passé des heures d'attente, j'ai rien vu, tandis que nous on a fait un principe un peu particulier, d'ailleurs au début les gens ne comprenaient pas quand j'ai réfléchi à ça, il y a 4 billets, un pour le vendredi soir, un pour le samedi après-midi, un pour le samedi soir, un pour le dimanche après-midi, pour le même show, 4 fois le même show. Et les gens disaient mais pourquoi en fait vous séparez pas les youtubeurs et ça. Mais en fait non, parce que les gens ils ont envie de voir l'intégralité, le concept il est construit comme ça. Par contre, en faisant 4 fois ça, ça veut dire qu'on a clairement moins de gens sur le... On pourrait dire on n'en fait que 2, puis on met le double de personnes dedans, mais le confort et
l'envie de revenir l'année suivante, je pense qu'elle n'est plus là. Et si on veut avoir visé à long terme un événement comme ça, il faut qu'on puisse segmenter en fait comme ça, ce qui donne aussi un confort aux youtubeurs, et ce qui veut dire qu'il a que des retours positifs du public. Donc, il se sent encore plus porté par ça. Et donc, voilà, c'est une dynamique positive qui continue. Et tu disais avant qu'il y avait un super engouement. Je crois que les billetteries sont sold out assez vite. Oui, alors ça va vite. Hein, ça se vend très vite. On a chaque année augmenté la capacité. On a eu 8 000 la première, 12 000 la deuxième, 15 000 la troisième. Donc, chaque fois, on augmente et on augmente la taille. Hein. Là, on était à 30 000 mètres carrés de l'expo. Donc, là, on est sur 3 hectares. C'est très, très gros. Oui, il y a un engouement qui est assez fou. Après, il y a un engouement sur place avec la billetterie, puis il y a un engouement sur le web. Aujourd'hui, la vidéo de McFly et Carlito, où ils sont avec plusieurs créateurs, qui s'appelle La chanson honnête, où ils disent des choses très honnêtes, elle a plus de 6 millions de vues sur notre chaîne YouTube. C'est vraiment, dès qu'il y a un truc qui se poste de cet événement-là, ça s'envole. Aussi parce qu'il n'y a jamais ces youtubeurs-là ensemble au même endroit, au même moment. Et une Léna Situation qui est une top lifestyle aujourd'hui. Quand je l'ai contactée, je crois qu'elle avait 300 000 abonnés. Quand elle est arrivée, elle en avait 900 000 et aujourd'hui, elle a largement plus d'1,5 million d'abonnés. En quelques mois, Léna, elle ne connaissait pas tous ces gens-là. Elle les regardait depuis des années. Puis aujourd'hui, elle est dans leurs vidéos. Ils se sont rencontrés là. Il y a aujourd'hui, je ne sais pas, c'était en tout cas 10 à 15 vidéos qui ont été créées juste dans les loges parce qu'ils ont échangé ensemble et qu'ils ont créé ensemble. Et qu'en fait, le royaume a été le créateur de liens entre eux. Et ça a une valeur pour eux aussi qui est super importante. Tu arrives à faire vivre l'événement, par exemple sur Instagram ou sur YouTube, toute l'année, ou bien tu fais un peu un time frame avant-après? On le fait vivre toute l'année pour la communauté, parce que c'est une grosse communauté, mais il faut être honnête, ce qui intéresse les gens, c'est l'affiche. Après, le reste, on entretient la communauté, voilà, mais un événement, quel que soit l'événement, que ce soit contre jazz, que ce soit paléo, il y a une montée en puissance avec la prog, une envie qui vient, un summum durant l'événement. Après, ça quelque peu il y a la nostalgie, le baby blues de l'événement, et puis après il faut entretenir, mais voilà, ça vient pas. Exactement. Juste après, on a souvent les youtubeurs qui postent, là, on a eu 7 ou 8 vidéos sur les chaînes principales des plus gros youtubeurs qu'ils ont faites eux et qu'ils ont posté. Donc c'est clair que là, pendant le mois qui suit. Ça te fait de la monétisation au passage. Exactement. Okay. Et en termes d'audience, donc les gens qui viennent, si tu devais faire un persona, c'est qui? C'est assez. Clairement, c'est du 12-20 en majorité. Sur les soirées, on est plutôt sur du 16-25, mais la majorité, c'est quand même 12-20. Et puis après, il y a les parents perdus. Je crois que tu organises quelque chose pour les parents, là. Il y a un royaume des parents à côté, parce qu'en fait, pour beaucoup, ils ne regardent pas ce que leurs enfants regardent sur leur téléphone ou sur leur tablette, ce que je peux comprendre, mais c'est bien qu'ils découvrent là, en fait, les gens qui suivent, le contenu. Et puis, quand j'écris l'événement, je l'écris comme si c'était consommé par quelqu'un de cette tranche d'âge-là. Donc, il y a une sorte de frénésie dans la rythmique qu'on met en place. Il n'y a pas un temps mort. Ça va tous les soirs. En fait, il y a un dôme d'écran au sommet de l'événement qui fait que, où qu'on soit dans l'événement, on voit ce qui se passe. Aux 4 coins, il y a 18 caméras qui filment tout en live. Et le signal son de ce qui se passe, il est diffusé partout. Donc, ça veut dire qu'en fait, il y a beaucoup de bruit, une énergie folle. Donc, dès qu'il y a un truc qui se passe et que c'est filmé, il y a tout d'un coup centaines de gens qui se déplacent vite. Donc les parents ils se retrouvent au milieu de ce truc en se disant mais enfin et puis c'est le troupeau de buffles, tu sais, dans le roi lion et puis c'est au milieu. Exactement, il y a un côté si on est au milieu, c'est un peu le saumon qui remonte la rivière et on a ce côté d'effervescence où les parents comprennent pas ce qui se passe, surtout qu'ils ne connaissent pas. En fait, ils n'ont pas en face d'eux Stromae ou pour eux c'est des anonymes, on dit même. Voilà, ils se disent mais comment cette personne-là, quand ils se retrouvent devant la grande scène, puis il y a 6000 jeunes qui chantent des paroles de titres qui ne sont pas du tout des titres qui sont diffusés sur les radios ou en télévision habituellement et que tout le monde connaît par cœur les titres et les paroles, il y a une sorte de surprise et là on voit le fossé média d'aujourd'hui qui est alors massif, à vivre en live, le clivage il est là. Et je voulais te poser la question aussi s'il y avait des happenings que tu avais mis en place et qui n'avaient pas fonctionné et que du coup tu as abandonné. Oui, non, il y a plusieurs happenings qu'on a mis en place qui n'ont pas fonctionné. Le premier qui n'a pas fonctionné, c'était le labyrinthe. On a fait un méga labyrinthe géant et où les gens devaient trouver le bon chemin et quand ils arrivaient à la fin, ils arrivaient sur des youtubeurs. On ne peut jamais annoncer qui sont les youtubeurs parce que sinon, selon les youtubeurs qu'on a, on a fait des meutes à l'entrée. Donc, on n'avance pas et les gens qui ont cherché pendant longtemps
ne sont pas forcément tous très bien élevés. Puis quand ils arrivent à le tueur, ils font ah, c'est toi ou ah, mais je te connais pas, t'es qui donc là, ça, c'était pas une bonne idée en fait, parce que on fait monter un teasing dans un labyrinthe. Et si la déception est là, pour le créateur et pour la personne qui participe, c'est pas idéal. L'autre qu'on a enlevé, mais là c'était parce qu'il y avait trop de succès, on a fait un laser game géant où c'était les youtubeurs contre le public. Comme le public, ça marchait très très bien, mais là le problème c'est que un laser game, pour que ça soit cool, il faut au moins que ça dure 10-15 minutes. Et il y avait 8 youtubeurs, donc c'est beaucoup face à 8 personnes du public. Et puis au final, on se retrouvait pour avoir 15 minutes, ça veut dire qu'il y a 32 personnes par heure qui peuvent le faire. Et puis quand il y a 6000 personnes à l'intérieur, on crée de la... frustré. Donc on doit trouver entre... Aujourd'hui, chaque happening, il est vu sur le débit. Alors ça fait un peu technique comme ça, je sais pas très... mais il faut être honnête, sur le débit de personnes qu'il peut avoir et la qualité de la relation et la qualité de l'expérience qu'il y a à l'intérieur. Au début, des fois, je me dis ah, c'est incroyable de faire ça. Puis en fait, oui, c'est incroyable, mais si il y en a 100 qui peuvent le faire, ça n'a pas d'intérêt. Et comment est-ce que tu te renouvelles Ça, c'est le plus intéressant, en fait. C'est que, en fait, dans tout ce qu'on écrit là, dans tout ce qu'on a construit, dans tout ce qu'on fait, on se renouvelle automatiquement parce que c'est des gens qui sont dans les médias, dans ce média-là en particulier de création de contenu, et donc toutes leurs idées, elles peuvent être transcrites. Ils ont des idées, voilà, un foison, et c'est sans limite. Donc c'est pas quelque chose qui me fait peur, le renouvellement. T'as plutôt l'impression que tu as plutôt des idées. Après, il y a des choses comme la Silent Party où moi j'avais un peu peur parce que il faut quand même choisir des titres, il y a quand même une compétition entre eux, c'est pas des compétiteurs, les créateurs, les youtubeurs, ils n'aiment pas être en compétition les uns contre les autres, parce qu'il y a à côté, le web est déjà une grande compétition, ils ont plutôt envie d'être entre potes, et là, la Silent Party, on n'arrivait plus à les enlever, c'était terrible, après tout le monde voulait faire que ça, je leur disais, mais il y a d'autres activités. Faut passer à la suite, les enfants. On va pas, mais voilà, ça c'est vraiment quelque chose qui marche bien pour eux, donc non, ça c'est pas quelque chose qui m'inquiète. Là j'ai une liste pour cette année de 50 idées et je peux en réaliser 5 ou 8. Donc après effectivement tu recycles, enfin pas tu recycles mais tu reprends des idées je pense, puis des idées de l'année suivante ont du sens, d'autres ont plus de sens, ça dépend tout de... En termes de, en fait, comment tu trouves tes youtubeurs dont tu disais au début, comment tu as débuté, est-ce qu'après il y a un effet un peu boule de neige, enfin bouche à oreille où en fait les youtubeurs viennent à toi ou bien c'est toi qui proactivement va vraiment... les démarcher toute l'année. Qui viennent à moi, il n'y en a pas beaucoup, en toute objectivité. C'est quand même une attente qu'on vienne leur demander. Mais il y en a qui sont venus, et des très grands noms qui sont venus tout seuls. Mais comme je les contacte régulièrement tous, ça a commencé, Julien, le grand JD, m'a lui mis en contact avec certains autres créateurs. Daphné Tavo, la sœur de Norman, qui est manager de plusieurs des youtubeurs, qui m'a beaucoup aidé au début. Et puis au début, c'est là où c'est le plus compliqué parce que l'événement n'existe pas. On a un plan, on a des idées, mais pour faire confiance, il faut vraiment faire confiance. Et là, j'ai eu beaucoup de chance parce que Julien, il a vraiment, c'est une référence dans le monde de YouTube. La confiance qu'il a des autres créateurs, c'est vraiment quelqu'un vu comme... c'est un patron. C'est une référence. C'est vraiment une référence. Et il leur a tous dit, mais on va réussir, faites-nous confiance. Et il s'est vraiment engagé. Et ça, j'ai vraiment un respect énorme parce qu'au final, il m'a fait énormément confiance là-dessus. Et les autres créateurs aussi. Et donc, ce qui fait que, on a commencé comme ça. Et puis, quand ça a très bien marché la première année, la deuxième, il y a une autre histoire. C'est qu'au tout début, McFly et Carlito, qui étaient des créateurs qui avaient moins de 100 000 abonnés, qui étaient les directeurs artistiques de Golden Moustache, mais qui n'étaient pas connus, très peu connus par rapport à ce qu'ils sont aujourd'hui, ont commencé avec nous. Ils ont passé les 100 000 le jour de la conférence de presse, puis je leur ai proposé de devenir les présentateurs du royaume. Et aujourd'hui, c'est les top youtubeurs français, des méga stars avec plus de 5 millions d'abonnés. Tout le monde se les arrache, mais ce lien du début, la confiance du début, fait que et eux aussi m'ont permis, Squeezie par exemple, je leur ai dit, je trouverais vraiment génial si Lucas, le prénom de Squeezie, c'est Lucas, si Lucas pouvait venir, mais les événements avec quelqu'un d'aussi connu, c'est compliqué. Et puis en ayant leur confiance, plus la confiance après de Squeezie qui dit, ok, comment on peut construire pour que ça marche, ça marche. Et puis tout le monde est satisfait à la fin. Et pendant 2 années de suite, j'ai eu Squeezie qui est venu. Et c'était juste incroyable pour les gens parce qu'il ne fait pas d'événements, donc je n'en fais jamais. Donc là, c'était vraiment unique. Et voilà. Et j'ai découvert qu'en parallèle au royaume du web, il y a aussi le royaume des pros.
Ouais, bah, ça en fait c'est l'origine, puisqu'il y avait ce Swiss Web Festival et c'était plus possible pour moi avec mes activités d'entrepreneur dans l'audiovisuel en parallèle de garder les deux. Mais par contre, on s'est dit, on va vraiment faire avant le Royaume du Web, un jour avant, une journée B2B où on ramène les conférences les plus précises sur l'évolution de la création de contenu pour les pros. L'année passée, on a eu un truc spécial autour du podcast, la création de contenu, les nouvelles chaînes comme Tataki en Suisse, on a eu Studio Bagel qui sont venus. Voilà, on a eu des choses, on a une programmation qui est vraiment orientée sur ce qui va arriver au niveau média dans la création de contenu, que ce soit audiovisuel pour le côté vidéo. Et ça pour moi c'est très important parce que en Suisse on est toujours dans un monde particulier des médias. Et donc, comme ce monde des médias est particulier, je trouve très important de voir ce qu'on fait chez nous et de s'ouvrir sur ce qui se fait ailleurs. Et les Belges sont incroyables d'avance. Ils ont vraiment une capacité de création qui est très forte et qui est soutenue financièrement par une taxe qui a été mise en place, qui s'appelle la taxe Shelter, où en fait les gens qui investissent dans l'audiovisuel en Belgique sont détaxés, donc défiscalisés de l'investissement et tout ce qu'ils gagnent comme argent est aussi défiscalisé. Donc ça veut dire que c'est devenu le paradis de l'investissement et ça veut dire que des gros entrepreneurs investissent là-bas, permettent le développement de contenu et puis en retour, ça veut dire que s'ils gagnent de l'argent, en plus c'est défiscalisé. Donc ça permet un développement fort et donc et puis en plus de ça c'est pas que l'argent, du moment où il y a l'argent mais il y a les créatifs puis que les créatifs peuvent se lancer sur des choses qu'on pourrait pas faire ailleurs habituellement. Et puis les Belges sont forts. Il y a peut-être plus une logique de test and learn dans le web, enfin tu vois tu te limites moins par rapport à d'autres formats plus tradis dans la télé ou dans la radio, enfin je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a plus de flex et de créativité au final. En fait c'est un formatage, mais parce que quand on est avec des gens de télévision, avec des gens de radio, on parle de cases et on parle de coups minutes. On parle de ces visions-là qui sont des visions aujourd'hui qui sont dépassées par rapport aux médias en ligne. Et d'ailleurs, c'est pour ça que c'est très difficile pour les gens de télévision. Aujourd'hui, vous allez voir un TF1, enfin n'importe quelle chaîne de télévision, ils vont vous dire, bon voilà, pour du prime time, on a les blocs pubs, on les vend à temps, notre coup minute maximum pour cette... Et puis de toute façon, vous allez rentrer dans une durée qui sera ça. Et vous allez devoir faire ça parce que la performance de la case, ça doit être ça et on doit gagner ça. Et d'ailleurs, on voit pendant un confinement que tout d'un coup, quand on se rend compte qu'on n'arrive plus à tenir la durée, on découpe un Koh-Lanta qui normalement dure jusqu'à 23h15, on va le faire terminer à 22h30 pour tenir 5 semaines de plus. Et voilà. Parce qu'il n'y a pas cette manne de contenu en fait qui existe. Exactement. Donc oui, en effet, le web c'est beaucoup plus libre, mais la liberté elle est contraignante. Là, il y a quelques minutes, j'étais en échange avec Twitch, qui est cette nouvelle plateforme de streaming et de contenu. Eux, ils privilégient des heures de live. Et ils disent qu'en fait, plein de créateurs qu'ils ont, dès qu'ils ont pris confiance en la plateforme, ce qu'ils font, c'est qu'ils ouvrent leur ordinateur portable, ils streament et ils parlent sans même avoir préparé le contenu. Et il y a des dizaines de milliers de personnes qui les suivent dans un esprit un peu, je suis ce soir devant ma télé, je voulais vous parler un peu de ma journée, puis ça devient un échange. Et c'est moins stage, quoi. Enfin, c'est moins mise en scène, c'est moins c'est moins brut, exactement. Et les gens attendent cette authenticité-là. Même si moi, vieil homme de télévision à la base que je suis, je trouve que ça manque d'écriture. Mais il y a un côté un peu, on est entre potes à la maison. Moi, quand je consomme un contenu, j'aime qu'il soit rapidement à l'essentiel. Et que si c'est comme les lives Instagram de certaines personnes où ils parlent et dans la chute, mais ne vient pas. Voilà, dans la vie, le nombre de minutes étant pour chacun ou chacune compté, à mon avis, en tout cas, jusqu'à preuve du contraire, de passer des heures à écouter du vide, ça peut pour certains, et pour d'autres, voilà. Moi, je pense que c'est aussi une question générationnelle et que si j'avais 20 ans de moins, j'aurais certainement une lecture très différente. Et que ce qu'on consommait comme vide il y a 20 ans, d'Hélène et les garçons, Beverly Hills, c'était du vide différent. On va dire ça comme ça. Effectivement, on avait peut-être moins d'attente, parce qu'en fait, il y avait moins de format et moins de contenu. Donc aussi, tu te faisais complètement exactement. Et pas bien direct. Parce que la grande différence aujourd'hui, c'est que, et c'est pour ça que le royaume du web fonctionne, c'est qu'en fait, l'identification, elle est folle. Et la force, en fait, de ces personnalités-là, c'est pas qu'ils savent monter ou qu'ils savent faire des vidéos, c'est que c'est des gens qui attirent. Et par cette capacité d'attraction, on pourrait prendre ces gens-là et les mettre à la télévision, ils ont la même capacité d'attraction. Alors ça ne marchera pas forcément parce que la télévision, aujourd'hui, c'est 50 ans de moyenne d'âge et plus, mais ils ont ce truc qui fait qu'on a envie de les écouter, de les regarder, même si des fois c'est pas compréhensible
que ces personnes-là fonctionnent, parce que le contenu qu'ils te proposent, mais c'est pas que le contenu. Dans la vie, la force d'attraction, elle est extrêmement importante, et là, on le ressent vraiment dans le contenu des médias. Mais c'est fou parce que c'est aussi, du coup, l'audience que tu citais avant, du coup, c'est une génération qui est quand même super jeune et qui zappe tout le temps. Donc en fait, c'est-à-dire qu'ils consomment plein de contenus différents, mais qu'il y a quand même, ils suivent quand même certaines personnes. Mais la durée de vie quand je dis durée de vie, la durée de vie d'audience de ces créateurs est limitée. Et en 3 ans de royaume du web, j'ai déjà vu beaucoup de gens qui pratiquement disparaissent de ça. Il y a des gens qui étaient au top il y a 2 ans ou 3 ans. Et ça va très vite. Et ça, c'est très dur pour eux. Parce que déjà, ils ne sont pas préparés à la montée. Ils sont encore moins préparés à la chute derrière. Parce qu'ils Enfin, le business model, du coup, c'est quoi exactement, tu vois, pour eux? Pour eux, la rémunération principale, c'est les marques. Donc en fait, c'est implanté sur 3 choses. La première chose, c'est les marques. La deuxième chose, c'est la monétisation de la chaîne YouTube. Et puis après, l'autre chose, c'est l'e-commerce, la vente de produits dérivés, ce genre de choses-là. Mais la monétisation YouTube, sans trahir de grands secrets, tous les gens le connaissent, quelqu'un qui fait plusieurs millions de vues par mois, donc qui sont déjà des top youtubeurs, c'est-à-dire que s'ils font plusieurs millions de vues par vidéo, ils vont gagner quelques milliers de francs suisses par mois. Mais quand je dis quelques milliers, c'est 3 000 à 4 000 francs suisses. Donc ça veut dire que, non plus, par contre, une opération commerciale pour des grands youtubeurs, ça se négocie en dizaines de milliers, voire plus par opération. Donc voilà, plus les posts Instagram, c'est plusieurs milliers, voire plus. Donc on est quand même dans des gros chiffres et où beaucoup de créateurs de contenu, c'est toujours la même chose. Hein. Quand on regarde les clubs de foot, il y a 20 grands clubs de foot européens et beaucoup de gens en 4e ligue. Mais ceux qui gagnent peuvent gagner beaucoup d'argent, mais ils gagnent par la monétisation. Après, il y a par les partenariats avec les marques. Après, la monétisation est une petite part. Pour certains, c'en est une grande, mais ça veut dire que c'est des gens qui ont des vues hallucinantes et qui sont là depuis longtemps, parce que les gens ne regardent pas que les vidéos qui sortent, retournent aussi sur l'ancien catalogue. Ce qui veut dire, voilà, c'est des gens, Squeezie, je crois qu'il est à plus de 10 milliards de vues. Même plus, enfin je sais plus, je veux pas dire d'erreur, mais c'est des milliards de vues. Cyprien, la même chose, Norman, la même chose. Donc c'est des gens qui ont commencé à construire en 2010. Donc et aujourd'hui, leur vidéo star de 2015, elle fonctionne toujours. Et puis quand on a 1000 ou 200 ou 400 vidéos qui performent, donc voilà, mais c'est le business model ça, et puis après c'est la participation à des événements, c'est le e-commerce, c'est les produits dérivés, on dira, mais c'est pas du tout là-dessus qu'ils gagnent le maximum de leur argent. Quoique l'e-commerce aujourd'hui, pour ceux qui lancent des marques, qui ont des produits dérivés très forts, des livres, des choses comme ça, c'est des choses qui peuvent gagner pas mal d'argent. C'est vrai que c'est pas évident parce que par rapport aux marques, tu peux vite être un effet de mode. En tant que youtubeur, en fait, t'as ta notoriété pendant X temps et puis après tu tombes dans l'oubli, comme tu disais. Et puis les marques connaissent pas très bien en fait. Les marques regardent beaucoup en fait le nombre de vues et ils sont pas très très précis. Et ils sont surtout pas. En fait, les marques, ce qu'elles devraient faire, c'est ce que je recherche à faire et que je fais, c'est d'être dans la tendance. Ça veut dire d'anticiper ceux qui vont être tendance en 6 mois. Parce que moi, quand je construis ma prog, j'ai ma prog, et je mise toujours sur 3-4 personnes, où je me dis, j'ai du pif, donc 6 mois, ça sera... C'est une star. Et c'est ça, et les marques devraient viser là-dessus, parce que c'est là où c'est intéressant. Et s'ils arrivent à construire une vraie collaboration et un vrai lien avec un créateur qui est au début et qui l'aide à développer, pas que le business, mais aussi sa chaîne, tout ça, du moment où il s'envolera... mais miser juste. Et puis, il faut avoir la compétence en interne au sein de la marque. Enfin, chose qui n'est pas forcément le cas aujourd'hui. Non, puis les marques, elles voient souvent ces gens comme des hommes ou femmes sandwich, sans se dire que en collaborant avec eux, tu crées de la valeur sur le plus long terme. Et puis la marque, elle sera mise en avant différemment. Puis après, il y a tout un lien entre le luxe et les créateurs aussi, où ils portent beaucoup de luxe, mais les marques de luxe ne vont pas vers eux. Par exemple, c'est très intéressant, c'est pas pour leur faire de la pub, mais Hublot est le partenaire principal de l'événement, et eux, ça les intéresse de voir en fait comment communiquer. C'est très différent de quand ils sont en partenariat avec la FIFA ou avec Ferrari ou comme ça, mais ils veulent voir comment aussi cette génération-là fonctionne, quels sont les codes, et ils sont aussi là pour ça, parce que c'est aujourd'hui une grande question pour ces marques-là, de comment communiquer honnêtement avec cette cible-là, parce on ne peut plus lui faire... Non, les
les méthodes traditionnelles de marketing. Exactement. Super intéressant. Et vu qu'on arrive à la fin, est-ce que tu vois toi des tendances en termes de contenu, de format, etc. qui se dégagent et sur lesquelles tu parierais tendance actuellement, c'est le live. Alors, il ne faut même pas que je parie dessus parce que c'est déjà trop tard. Le live, mais en fait, ça revient à ce qu'on discutait avant, c'est sur la sincérité et sur l'instantanéité. Il y a eu la 3D, il y a eu les casques de réalité virtuelle, il y a tout ça. Ça, c'est toute la technologie. En fait, ce qui attire le plus aujourd'hui la génération qui arrive, c'est un contact direct, une sincérité et de moins en moins de montage, ce qui met beaucoup plus en danger les créateurs parce qu'en fait, ils livrent de plus en plus leur vie, de plus en plus ils doivent tout dire, enfin les gens veulent le suivre. C'est ça. Quand on parlait de télé-réalité il y a quelques années, ou aujourd'hui encore, mais les télé-réalités aujourd'hui c'est des bimbos et des Chip and Dales qui sont sous contrat en CDI et puis qui font toutes les émissions et qui jouent des rôles qu'on leur donne. Avec un bon script. Voilà, et puis qui font leur business à vendre des produits de merde sur les réseaux Instagram et Snapchat après, puis qui gagnent plein d'argent, mais où il n'y a rien. Par contre, ces créateurs-là, ils se retrouvent à exposer beaucoup leur vie et donc à prendre aussi, il y a beaucoup d'anxiété, de gens pour qui c'est difficile et tout ça on ne le voit pas, tout ça on n'en parle pas parce qu'il y a une exposition qui est très grande et il y a une attente des gens qui est très grande et il y a un retour direct de jugement par retour de message, pourquoi tu fais ça et donc la tendance elle va de plus en plus vers le direct, vers de plus en plus de diffusion de contenu et tout ça. Le risque est grand là autour parce qu'il ne faut pas se perdre soi-même dans ce genre de choses-là. C'est vrai. Génial. Merci beaucoup. Merci à toi. On arrive ainsi à la fin de cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. Un grand merci Bertrand pour ta participation et ton accueil à Vevey. Vous pouvez retrouver le Royaume du Web les 2, 3 et 4 octobre prochains à Palexpo à Genève. Dans l'intervalle, n'hésitez pas à consulter le site royaumeduweb.ch et à découvrir des extraits des éditions précédentes sur YouTube. Merci à toutes et à tous pour votre écoute et je vous donne rendez-vous pour le prochain épisode.